Et pour cette dernière séquence de cette journée qui a été riche et dense, j'invite à rejoindre l'estrade Florence Charrier, donc toujours de l'association Practice, et puis Olivier Crombé du CRRHP Aramis pour nous parler de travaux, du lancement de travaux territoriaux. J'aimerais en savoir plus. Bien. Bonjour à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Effectivement, toute la journée a été un petit peu une réflexion, comment on pourrait améliorer les choses, aller vers l'insertion, collaborer, toujours au bénéfice des futurs travailleurs. Et donc, aujourd'hui, à l'issue de cette journée, on va lancer effectivement une réflexion avec Florence sur la possibilité de mettre en place des pôles de compétences territoriaux pour l'insertion professionnelle. Je vais prendre quelques instants pour vous parler du centre ressources, puisque le centre ressources existe depuis 2004, mais sur les territoires de l'Eure et de Seine-Maritime. Des missions d'information, de conseil, d'expertise sur les parcours de formation et d'insertion professionnelle, en direction des professionnels, des usagers et de leurs familles. Tout ça pourquoi ? Pour améliorer la préparation des jeunes et jeunes adultes au parcours de formation et d'insertion professionnelle, en milieu ordinaire de préférence ou en milieu protégé, en prenant le milieu protégé comme passerelle vers le travail en milieu ordinaire. Avec aussi le développement d'une stratégie, c'est-à-dire un projet professionnel choisi et réaliste, ça a été abordé aujourd'hui, le développement de l'employabilité, de l'immersion en milieu de travail et de la reconnaissance de compétences. Donc voilà, aujourd'hui, le centre ressources était plutôt sur cette action et cette stratégie. Demain, le centre ressources sera un élargissement sur l'ensemble du territoire normand dès 2019, avec un renforcement de la fonction ressources en direction des ESMS et des équipes, un développement de la mise en réseau des dispositifs de droit commun et des ESMS, un accompagnement de l'évolution des pratiques et des organisations, une réflexion qui va débuter en décembre 2018, essentiellement sur le territoire de l'Eure, puis de la Manche. Les pôles. C'est une volonté du comité de pilotage du PRIT. Nous avons une lettre de mission de l'ARS Normandie qui nous encourage à travailler et à réfléchir sur la mise en place de ces pôles. Une collaboration avec l'association Practice qui coordonne le PRIT normand, pour mettre en place une réflexion progressive de co-construction associant les acteurs de terrain à différents niveaux. La notion de réflexion progressive et de co-construction est extrêmement importante. On va démarrer dans le département de l'Eure, puis la Manche, puis sur l'ensemble du territoire normand. Donc c'est un programme ambitieux. Et en fait, l'idée effectivement de cette ambition, c'est bien de définir des modalités concrètes de collaboration entre les acteurs, en tenant compte des particularités territoriales pour une nouvelle organisation de l'offre en matière d'accès à l'emploi. Donc voilà un petit peu aujourd'hui ce qui se profile dans les années à venir. Et puis je vais passer la parole à Florence pour nous parler plus concrètement du pôle. Alors, un PCTI, pourquoi ? Donc on en a parlé tout au long de la journée. La première idée, c'est vraiment de pouvoir développer l'accès des publics, notamment issus du médico-social, mais pas que, aux dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun pour assurer une égalité de traitement. L'idée, c'est vraiment aussi de répondre à cette problématique de l'élargissement des choix professionnels, dont on a parlé aussi beaucoup aujourd'hui, et donc de davantage d'inclusion. Et puisqu'on l'a aussi présenté, qu'il y a vraiment une multiplicité d'acteurs travaillant sur le champ de l'insertion professionnelle, l'idée, c'est d'aller vers une organisation qui sera plus intégrée,
à la fois des acteurs de l'insertion professionnelle, y compris de droit commun, et du secteur médico-social. Alors, qui seront les bénéficiaires finaux de ces pôles de compétences territorialisés pour l'insertion professionnelle? Donc, on cible bien sûr les publics qui sont en transition professionnelle. Donc c'est ce dont on parlait ce matin, hein, toutes ces questions de mobilité entre les différents milieux d'insertion, donc du milieu d'insertion protégé vers le milieu d'insertion adapté pour aller vers le milieu ordinaire. Les transitions éducation-emploi dont on a beaucoup parlé aussi, qui ont la caractéristique suivante ou les caractéristiques suivantes, qui ont un besoin d'accompagnement particulier, donc à la fois médico-social et professionnel, qui ont des besoins de compensation spécifiques compte tenu de leur situation de handicap. Et ça veut dire quoi très concrètement? Que les publics visés sont plutôt les sortants des AT ou ayant une notification d'orientation, ils sont assez importants et de plus en plus importants, mais la refusant, et du coup ils s'inscrivent à Pôle emploi, et comment est-ce qu'on les accompagne? Les sortants de l'éducation et de l'éducation spécialisée. Et puis, ne pas oublier aussi les demandeurs d'emploi qui ont besoin d'un accompagnement professionnel et médico-social et qui sont souvent accompagnés par les SAVS et les SAMSA. Donc l'idée, c'est d'impliquer et de mobiliser des acteurs différents qui ne travaillent pas forcément ensemble, ou qui peut-être, à certaines occasions, travaillent ensemble pour répondre à des situations qui leur posent problème. Mais en tout cas, ces modes de collaboration sont plutôt rattachés à des personnes qui se connaissent, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Mais en aucun cas, il s'agit de modalités de structuration, de coopération. Donc les établissements, les acteurs ciblés sont bien sûr les ESMS adultes, les ESMS enfants, adolescents, l'éducation nationale, tout ce dont on a parlé aujourd'hui en fait, le service public de l'emploi, les acteurs de la formation professionnelle qui ont un rôle très important à jouer dans tout ça, avec dedans y compris les structures d'insertion par l'activité économique, les entreprises adaptées, les employeurs publics et privés, bien sûr, sans lesquels il n'y a pas d'insertion professionnelle. Alors, quels effets attendus, quels résultats? On va dire, au premier titre, faire évoluer les postures, les pratiques et les compétences des professionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de bonne posture, pas de bonne pratique et pas de compétences sur le sujet, mais ça veut juste dire qu'il y a des marges de progrès, on l'a vu ce matin, et que on pense que cette possibilité de travailler autrement peut permettre davantage d'efficacité dans l'accompagnement. Le fait de développer des partenariats entre le médico-social et le service public de l'emploi, de soutenir les accompagnements, voilà. Peut-être de lever les freins aussi par rapport à l'insertion au milieu ordinaire, on le disait ce matin, ça peut encore faire peur avec aussi cette question de l'instabilité du milieu ordinaire. Et donc, tout compte fait, pourquoi pas aller jusqu'à dire améliorer le système. Et bien sûr, mutualiser les ressources du territoire, puisque quand on est ensemble, on est plus fort. Qu'il y a des choses très intéressantes qui se font de part et d'autre et que ça mérite d'être connu, partagé, capitalisé. Donc voilà, la RSMDIR permettre l'accès aux bons services au bon moment sur l'ensemble des territoires. Donc on reprend. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Alors quand on parle de mutualiser, simplement rapidement, pour quels services? Quand on a réfléchi un peu à ce sujet, que l'on a consulté les acteurs, que l'on a travaillé aussi avec les institutionnels, on s'est dit finalement, ça peut être des besoins d'information, de mise en relation pour les professionnels, des besoins de diagnostic plus précis des situations que les professionnels accompagnent, notamment la fameuse évaluation, la nécessité de compenser le handicap, la possibilité de s'adapter au milieu ordinaire ou pas. Autre service, entre guillemets, de la coordination de parcours, donc notion de référent de parcours, de coordinateur des différentes interventions. Comme je le disais aussi, il y a cette notion de capitalisation qui est extrêmement importante pour que ça puisse devenir vraiment un savoir-faire commun. Et puis, bien sûr, derrière, la question de la professionnalisation. On parlait de la façon dont le médico-social pouvait devenir une ressource
pour le service public de l'emploi et vice-versa. Et là, on est bien sur les professionnalisations mutuelles, avec derrière aussi sans doute un programme de professionnalisation, des actions telles que Aramis, vous avez pu le développer jusqu'à maintenant sur 2 départements, pour aider, outiller, accompagner cette façon de travailler et de répondre aux besoins des personnes. Donc très concrètement, vous l'avez dit, on démarre sur le département de l'Eure, avec donc des réunions de travail qui vont être proposées, avec un cercle d'acteurs représentatifs des acteurs que j'ai nommés précédemment, avec cette idée vraiment de préciser quelles sont les situations que l'on doit cibler dans le cadre de ces pôles, cibler les territoires, identifier les compétences requises pour pouvoir avancer comme on le souhaite. Et le travail, ça va être vraiment de se poser la question par rapport à des situations existantes, quels sont les points bloquants, qu'est-ce qui a été mis en place, s'il y a déjà eu des réponses qui ont été apportées, s'il n'y en a pas eu, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place et qu'est-ce qui manque pour pouvoir mettre ces réponses en place. Et notamment se dire, est-ce que dans les coopérations existantes aujourd'hui, on est dans un cadre qui existe, on est dans quelque chose qui est permis, ou bien on est hors cadre, et donc on est toujours avec un peu cette histoire de dispense, d'aménagement ponctuel de la situation de l'accompagnement, de façon à réfléchir vraiment à un modèle. Alors, quand on parle de modèle, on ne parle pas de quelque chose qui doit être la même chose partout, puisque l'idée, et on l'a beaucoup dit aujourd'hui, c'est de travailler au plus près des territoires, en fonction des problématiques que vous rencontrez, des acteurs qui sont présents, en fonction déjà d'ailleurs des dynamiques en présence, et on ne prétend pas du tout apporter quelque chose de complètement nouveau, parce que forcément, c'est des choses qui se vivent déjà à droite, à gauche. Et l'idée, après, en allant dans la Manche, c'est de repartir de ce que l'on aura travaillé dans le département de l'Eure pour se dire, ben voilà où on en est, et dans la Manche, ça pourrait être comment, et qu'est-ce qu'on apporterait, etc., de façon à ce que ça puisse, à un moment donné, devenir quelque chose qui s'étendra sur les 5 départements de Normandie. Voilà. Très bien. Bien, de belles perspectives sur le terrain pour faire avancer cette ambition partagée d'une société inclusive pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous arrivons aux derniers instants de cette journée. On m'a demandé de faire une petite synthèse à chaud de ce que j'avais entendu aujourd'hui. Alors une synthèse à chaud, c'est jamais un exercice exhaustif. Il est aussi biaisé par le regard de la personne qui le prononce. Donc je vous livre ce regard et puis peut-être qu'il viendra alimenter ce que vous retenez vous aussi, chacune et chacun de cette journée. Alors, ce dont on a parlé aujourd'hui et qui me semble fondamental, c'est qu'on a parlé d'égalité des droits. Ça a été rappelé par plusieurs personnes aujourd'hui, notamment par Pierre Privat et Serge Ebersold. L'égalité des droits, et que cette égalité des droits fait de l'inclusion une dimension indispensable et qui devrait être ordinaire. Et surtout pas extraordinaire, cette inclusion. Cette inclusion, elle passe par le travail, mais pas que. Alors, est-ce qu'une inclusion qui se jouerait, qui s'ancrerait dans une activité professionnelle, mais qui ne s'incarnerait pas dans la vie citoyenne, la vie sociale, les possibilités de mobilité de la personne, serait-elle réussie? C'est une question que je me suis posée, et sans doute que c'est sur l'ensemble des dimensions de l'inclusion qu'il faut agir pour que la personne puisse être pleinement citoyenne, habitante de la cité. Alors pour atteindre ce bien bel objectif d'inclusion et d'égalité de droits, j'ai noté plusieurs verbes qui, selon moi, proposent un cheminement. Le premier, ça pourrait être de partager. Partager pour se connaître, partager des informations, et parce que l'on partage, on est capable de coopérer. Et parce que l'on coopère, que chacun met sa pierre à l'édifice, on est capable de s'adapter, de faire bouger des lignes, modifier des dispositifs qui nous sont propres pour toujours au service de la personne. Et s'adapter, c'est aussi parfois mutualiser, tout simplement. Il y a des économies d'échelle à trouver. On a peu parlé de financement aujourd'hui, mais on a quand même dit que c'était le nerf de la guerre et qui pouvait être un point de tension. Donc la mutualisation peut parfois apporter des réponses intéressantes. Mutualiser, et puis aussi, c'est extrêmement important, capitaliser. Il faut apprendre de ce qui se fait partout, en retirer des enseignements. C'est ce qu'on a essayé de faire un peu cet après-midi. Quel bénéfice, quel levier pour l'action, capitaliser. Et parce que l'on capitalise, on est capable d'essaimer, de faire en sorte que ces initiatives ne soient pas copiées. Elles seront reproductibles, inspirantes pour d'autres territoires.
Alors c'est là aussi partager, coopérer, adapter, mutualiser, capitaliser et s'aimer. Tout ça, ça nécessite une culture commune. Et cette culture commune, j'ai le sentiment que vous, acteurs de l'insertion professionnelle et du handicap, vous l'avez, cette culture commune, mais reste encore à la déployer dans l'ensemble de la société. La société, ce sont les chefs d'entreprise, mais aussi ce sont tous les collègues, les futurs collègues des personnes avec lesquelles vous travaillez. Et puis c'est aussi l'ensemble des territoires pour que cette inclusion soit pleine et entière. Ce sont aussi les familles, on l'a dit à un moment dans la journée, les familles parfois peuvent être un facteur bloquant parce que elles n'osent pas reconnaître finalement les compétences, les savoir-faire, les potentialités de la personne de leur famille qui est en situation de handicap. Bref, une culture commune. Et là, on commence à être pas mal dans la recette pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, mais il reste à co-construire des trajectoires. Alors des trajectoires, ce que j'ai retenu, c'est pas vers un point B qui serait là, existant, fixe dans ses caractéristiques, mais plutôt un point d'arrivée à inventer pour chacune des personnes. C'est un chemin, un point d'arrivée qui est propre à chaque personne accompagnée. Et oui, ça rend les choses beaucoup plus complexes, mais aussi beaucoup plus intéressantes, toujours pour la personne. Tout cela, finalement, c'est faire environnement, recréer un écosystème au service du devenir de la personne. Et il faut donc agir sur ce système, il faut que chacun, chacune, vous puissiez être légitimé dans votre action, dans une logique de co-responsabilité. Là aussi, c'est un mot qui a été répété à plusieurs reprises tout au fil de nos échanges. De la co-responsabilité pour que la personne, ce travailleur handicapé, qu'il ne faut surtout pas résumer à ces 2 lettres, travailleur handicapé, il ne faut pas l'y réduire, en tout cas pour que la personne puisse s'épanouir dans la diversité de ses identités, qui peut être de travailleurs évidemment, mais d'amis, de voisins, de parents, de conjoints, etc. Dans ses identités, dans ses fonctions sociales dans la cité, et toujours à partir de ses propres réalités et de ses envies. On l'a dit, les envies, il faut les reconnaître, les entendre et les respecter. Tout cela, ça se joue à l'échelle des territoires. C'est ce que je retiens notamment, et que cette ambition politique partagée, elle est présente, elle existe. Et néanmoins, ce midi, après avoir écouté les différentes informations, les différentes interventions, je me disais, waouh, ils sont durs dans le diagnostic PRS et du PRIT en relevant plein de choses qui ne fonctionnent pas. Je me suis dit, oh là là, Dominique Gillot, elle est sacrément dure aussi, c'est très négatif tout ça. Serge Ebersold, il nous fait complètement changer de regard sur qu'est-ce que ça veut dire coopérer. Ça se trouve, on ne coopère pas. Bref, je me suis posé plein de questions et donc finalement, même si l'ambition politique, elle est partagée, elle est présente, il y a encore des défis à relever, de décloisonnement, de connaissances mutuelles, d'ancrer ces pratiques nouvelles dans le quotidien. Et puis avec cet enjeu qui était omniprésent en filigrane, d'adapter les outils au parcours et pas l'inverse. Donc il faut de l'agilité, il faut de la prise de risque, et tout ça, ça peut naître aussi dans la gouvernance, dans une gouvernance qui est partagée, et parce qu'il y a gouvernance partagée, eh bien on coopère plus facilement, et on coopère dans le long terme. Ces coopérations, elles doivent naître finalement dès l'école, dès la formation, pour ensuite pouvoir se traduire dans un parcours professionnel et un parcours autour des compétences. Et ces coopérations, elles doivent exister avec vos structures, elles doivent exister dans les entreprises, mais aussi avec les ESAT, on a eu plusieurs exemples, et puis les entreprises adaptées, qui sont un acteur aussi important de cette chaîne. Alors oui, il y a le milieu ordinaire, et oui, il y a le secteur médico-social, ce secteur de la protection avec tout l'historique qui a abouti à son existence et à son importance aujourd'hui. Et j'ai bien compris qu'il ne s'agit pas de 2 mondes séparés, mais en tout cas 2 espaces qui doivent peut-être encore plus communiquer pour la construction de parcours professionnels avec des passerelles qui sont solides, non plus des passerelles, des ponts, des larges ponts entre ces 2 univers d'accompagnement. Les initiatives qu'on a vues cet après-midi, elles témoignent clairement que coopérer, vous savez faire, aller taper aux portes, vous savez faire, aller déclencher le partenariat, tout cela, vous savez le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ambition qui est évoquée maintenant avec la mise en place des PTCI, c'est passer sans doute de l'expérience locale, voire de l'expérimentation locale, à des pratiques qui
soit généralisé, déployé sur l'ensemble de la région. Et j'ai le sentiment que vous avez toutes les cartes en main, tout simplement, et que les travaux qui vont s'engager vont permettre de transformer ce quotidien de ces personnes en situation de handicap. Donc il n'y a plus qu'à y aller pleinement, les chemins sont tracés. Voilà pour cette petite synthèse. Merci à vous pour votre présence. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un début, je crois. Il vous reste beaucoup de travail. Voilà, vous êtes accompagnés par Aramis, Practice et puis votre engagement à tous. Donc, très bonne continuation. Merci. Merci. Merci de votre participation. Bon retour et à bientôt.